Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 55. Nous sommes le samedi 1er février et il est 11h. Voilà. Non, La température au sol. Exactement. c'est le steward, c'est bien. Exactement. Non, c'est le steward qui fait la température. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Bref, vous l'avez compris, c'est la bande des comics, plus ou moins réveillée, plus ou moins dispo, en effectif réduit. C'est ça, là, c'est le service minimum. Ouais, voilà, c'est le noyau plus ou moins dur. Selon l'âge. dur. À nos âges. Selon l'âge, voilà. Vous les avez entendus. Je commence par le premier dans son aquarium, ready avec ses boutons, j'espère, cette fois. J'espère, ouais. Parce que Tout marche. Je me suis ridiculisé plusieurs fois avec tes bêtises. Non. Bonjour Jay, vas-tu bien? Salut, je vais bien, je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Et en face de moi, cette fois, parce Ah oui, que, on est face à face. Exactement, il va pouvoir me faire du pied. Notre cher Annie, qu'on embrasse, est en... Quelque part. Voilà. On espère qu'elle va bien. Sûrement encore au fond du lit, mais on possible. l'embrasse. Écoutez, c'est en face de moi, c'est Rémi, pardon. Eh bien, bonjour à tous, salut l'équipe et toujours très heureux de vous retrouver. Voilà. Donc, sur cette émission modèle resserré, on est en plus sur notre actualité vraiment classique. On reprend les bonnes habitudes, pas d'invités. Une première partie actualité, une seconde sort chronique et enfin notre dossier, nos attentes pour 2025. En termes de BD, j'imagine, parce que si on part dans toutes vos attentes, Ah oui. je suis pas sûr que elles soient toutes diffusables. C'est surtout ça. Ah oui, non, moi j'ai vraiment noté les bandes dessinées. Après, Alors, le ça reste, va, ça va. on se le fera en off. Bon, très bien. Bon, on n'élargira pas que les BD, bien sûr, comics, c'est bon mangas, aujourd'hui. etc. Et pour finir, peut-être un mini quiz si on a du temps ou du moins la préparation. Pour tout vous dire, c'était Annie qui devait nous amener le quiz et on n'est pas sûr d'y arriver. Écoutez, on va partir sur ce démarrage un peu laborieux, je m'en excuse. On fait un premier jingle et on passe aux actualités. Breaking news. Alors, pour une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer. J'en parlais en off avec Rémi. En tant qu'expert Brubaker-Phillips, je lui ai demandé son aval parce que j'ai vu que la série donc, de comics qui s'appelle Criminal, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une série. Voilà, va être adaptée en série. Je suis vraiment désolé. Ce matin, ça ne veut pas. Allez, non, mais on reste pas. Ça ne veut pas. En série sur Netflix et elle a été officiellement prévue pour 2025. Pas Amazon ? Amazon, d'accord. Tu vois pourquoi j'ai besoin de ce monsieur en face de moi ? Parce que je le surveille. C'est la qualité, il faut que je me limite. Je vais plus que vous présenter, messieurs. C'est ça. Et vous vous débrouillerez. Donc voilà, moi je suis pas expert en Brubaker comme tu peux, Phillips comme tu peux l'être. Tu m'avais passé la dernière fois la difficulté, ce que j'appelle le housewife. Là où je disais le corps. Voilà, là où je disais le corps. Pas le meilleur. Qui était vraiment une déception pour moi. Donc là, ce Criminal, tu l'as lu cette... Alors j'ai lu le premier tome, j'ai lu le prélude. C'est pas non plus ce que je préfère de Brubaker. C'est une histoire de casse, enfin d'une bande de truands. Il y a une histoire un peu avec le père du héros qui sera joué par Charlie Hunnam, quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà, c'est pas ce que j'ai préféré. Maintenant,
il y a une grosse galerie de personnages et je pense que du coup ça va faire un matériau assez conséquent pour faire une série. Donc là-dessus c'est peut-être le bon côté. Ouais, de ce que j'ai vu, chaque épisode était sur un personnage. Enfin, j'imagine qu'ils vont sûrement le porter comme ça. Ou... C'est toute la question. Il y a aussi il y a deux préquels, je crois. Il y a 2 spin-offs. Donc il y a de la matière. Ouais, voilà. de ce que j'ai vu, c'était sur le premier tome hors préquel. Hein, ouais, bien sûr. Qu'ils allaient porter ça. Bon, écoute, on verra bien. Hein. Après, les adaptations, on a été plus ou moins gâtés, on va dire. Voilà, surtout si on prend ce qui a été fait avec le matériel de Millard. Bien sûr, oui, il y a à boire et à manger. Ouais, voilà. Donc, ça va être compliqué. Jay, tu as une news, forcément. Oui. Et une bonne dizaine. On démarre bien l'année. J'en ai noté pas mal. Je vais vous en présenter peu, mais... peu. Mais de qualité. On va essayer. Non, mais c'est le moment, en général, la fin d'année, des différentes remises de prix. Et donc on en a eu plusieurs là, donc plus ou moins officiels qui ont eu lieu, et il y a notamment le prix BD Fnac France Inter 2025, donc qui a été décerné à Au-dedans de Will McPhail, donc qui continue un peu de rafler les prix divers endroits. C'est le troisième prix que j'avais noté. Ouais, parce qu'il l'a pris, il a eu le First Print Awards aussi. Oui. Et il a eu le prix comics de l'ACBD, oui. Qui est l'ACBD, c'est l'association des journalistes de bande dessinée, qui est assez réputée. Mais du coup, après je vais te laisser la parole, mais du coup avec le prix BD Fnac France Inter, ça, je trouve que ça vraiment c'est un gage de qualité sur le comics que j'ai pas lu, mais du coup qui me donne envie de le découvrir. Ah, quand même, hein, ouais. Will McPhail, donc chez 404 Graphics, et pour le coup il est en lice également pour le prix à Angoulême. Alors du coup cette émission sera diffusée en même temps que le festival d'Angoulême, mais il est encore en lice effectivement pour la meilleure œuvre de l'année. Donc le Fauve d'Or. Alors, il y a plusieurs récompenses. Oui, non, mais justement, voilà. Je crois qu'on n'a pas encore le. On ne sait pas s'il concourt pour le Fauve d'Or ou pour autre chose. Mais il est dans la sélection. Ouais. Il est dans la sélection étendue des 50 bandes dessinées. Après, on sait que les prix appellent les prix. Alors, tu te dis. Quel intérêt, si tu veux, une fois que tu as eu le prix Fnac, mais hors qualité du produit, hein, mais une fois que tu as eu un très gros prix, quel intérêt, entre guillemets, d'en avoir un deuxième? Voilà, j'appellerais moi la diversité. Mais après s'il le mérite, pour pas revenir là-dessus. Pour ce qu'on sait d'Angoulême, on sait aussi qu'ils ont eu des sélections ces dernières années assez pointues. Pour pas dire élitiste. Ouais. tu me l'enlèves. Je cherchais un autre synonyme, mais finalement, ça tombait bien. Est-ce que du coup, par esprit de contradiction, ils vont pas mettre de côté ce genre d'œuvre pour mettre en avant une autre pépite. L'année dernière, ils avaient récompensé Monica de Daniel Close, que j'ai pas lu, mais sur la forme, me semble pas non plus. Tu vois, alors que la couleur des choses était vraiment un parti pris graphique. Tu vois, qu'on soit d'accord ou pas, mais je trouve que le Fauve d'Or se justifiait quelque part par la prise de risque graphique. Là, 404, au-dedans, j'ai l'impression qu'il coche un peu cette case de la trouvaille graphique, voilà, de ce que j'ai pu en voir. Donc, je me dis... La suite au prochain numéro. Exactement. D'accord. De mon côté, eh bien, j'ai noté la première bande-annonce. Il y en a eu plein ces derniers temps, mais la première bande-annonce de la Brigade Chimérique. Oh là 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 là. Ah ouais. J'ai vu la story de Jay et c'est vrai que la première bande-annonce est très 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 belle. Incroyable. Alors ça va être la série sera produite par Louis Leterrier. Qui avait fait, je crois, le deuxième Hulk, l'incroyable Hulk. Et le choc des titans aussi. Ouais. Et la série sera produite aussi par le studio Sacre Bleu, qui a fait le film Flow, qui est sorti dernièrement. Qui a eu le Golden Globe. Avec le petit chat. Voilà, donc je me dis que tout ça mis ensemble, ça peut être un très beau produit à la sortie. Moi, j'avais lu la première série de la Brigade Chimérique, pas celle qui est sortie il y a 4 ans, mais il y a une bonne quinzaine d'années, et j'avais été soufflé. Rappelle-moi juste de quoi ça parle. Alors la Brigade Chimérique, en fait, de ce que je me souviens, ça se passe au début, on va dire un peu après la guerre, je crois. Ouais, après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, et en fait, c'est un homme qui renferme 4 ou 5 entités, 4, on va dire, super-héros, je fais très simple, pour combattre l'ennemi. Voilà, je te la fais courte. Et du coup, ça verse un peu dans l'ésotérisme. C'est un récit qui n'est pas facile d'accès. Mais le cliffhanger de fin, moi, il m'a laissé
quasiment sans voix. C'est un de mes meilleurs cliffhangers de fin. Vraiment, chapeau. Donc, oui, pardon, c'est relié aussi à Marie Curie, du coup, et donc au radium, à la découverte de tout ce qui est nucléaire. Si tu veux, je te le prêterai. Parce bien, que vraiment, volontiers, attention, au niveau graphique, ça a un petit peu daté maintenant, mais vraiment, si on arrive à passer cette exposition qui est peut-être un peu complexe par les concepts qu'il développe, je trouve qu'il faut vraiment aller dans la brigade chimérique. Après, le dernier qui est sorti là, il est très bon. Je sais pas, mais du coup, Renaissance. Voilà, du coup, Renaissance, mais du coup, la série laissera de belles choses à voir, je pense. Dans le même ordre va sortir la série Les Sentinelles, qui est basée sur... vous avez dû en entendre parler. C'est pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des soldats qui sont plus ou moins modifiés, etc. Vous voyez pas Ça me dit rien du tout. c'est un peu, ils sont robotisés. Peut-être, ouais. Non, je vous montrerai ça, mais ça risque d'être pas mal. Regarde en même temps sur les trucs, note et on regardera. Je prends des notes. On regardera. C'est ça. Ok. T'en as une dernière importante? Non, on est bon, je pense, en termes de temps. Rémi? Non, écoute, on va rester dans les temps. On va se faire une première pause musicale. Là, c'est moi qui ai choisi. Oh. Alors, ça vient de Créature Commando, oui, dont je pense que je reparlerai sûrement. Cette très très bonne première saison qui vient de se terminer. Donc, c'est Gogol Bordello. Alors, le nom est sympa. Voilà, vous allez voir, c'est une reprise de Malavida, c'est du... Oh, je vous laisse écouter, allez. Vous êtes de retour dans la bande des comics, Jay, je te déteste. Ça va devenir une marque de fabrique. Oui, c'est ça. Ah, entre mes ratés et c'est raté, je pense qu'on commence à atteindre cadeau. des niveaux... Celui-ci, c'est cadeau. Vraiment, là, c'est bonne année. Ouais, pour un 1er février quand même, gros. J'aurais pas dû appuyer sur le bouton. Ah bah, ça fait longtemps. Il y en a d'autres qui ont dû subir ça, c'est ça. tout au long de leur vie. Bref, on va passer aux chroniques après toutes ces bêtises. Bon, c'est Annie qui commence, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il faut que j'imite Annie ou non? Non, je t'ai plus. Écoute, il m'a embêté, c'est Jay qui commence. Allez, Aïe. de quoi tu veux nous parler? Moi, je vais vous parler d'Archie Comics. Est-ce que vous connaissez? Bien sûr. C'est vrai? Ouais. Archie, c'est un vieux truc. Archie, c'est un vieux truc. En fait, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je me disais, c'est l'occasion de parler de romance un petit peu. Et donc, du plus célèbre triangle amoureux de la BD américaine, qui est donc chez Archie Comics. Ça va peut-être vous parler, ou en tout cas, peut-être à toi, RD, davantage. Riverdale? Le nom me dit quelque chose, la série, oui. C'est une série, effectivement. C'est un éditeur donc américain de bande dessinée qui a été créé en 1939, Archie Comics, sous un autre nom, un petit peu comme Marvel et DC, donc qui a à peu près le même âge. Et finalement, le personnage d'Archie Andrews a été créé en 41, donc en même temps que Captain America. Donc pour le coup, ça fait vraiment partie des premiers personnages créés dans la BD américaine. Et donc on va suivre, finalement, on va sortir un petit peu de l'univers de super-héros et on va suivre vraiment des tranches de vie lycéennes, avec donc des histoires d'amour. Le fameux triangle amoureux d'Archie avec deux filles qui s'appellent Betty et Veronica. Et pour le coup, on va avoir tout un tas d'enquêtes, de voisinage, de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui est qui se lit assez bien. On n'est pas dans des scénarios complexes, on n'est pas dans ce genre de choses. Et pour le coup, il a son meilleur pote aussi que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Jughead. Non, qui a une espèce de bonnet avec une couronne, non, ça te parle pas? Ça me dit rien. Si, moi, Archie, celui avec la couronne, voilà. C'est ça, moi, je pensais même d'ailleurs que c'était lui, Archie. Et non, c'est son pote. D'accord. C'est Jughead. Pour le coup, il y a eu plein de spin-offs qui ont suivi derrière, et notamment un des plus connus qui est Sabrina, l'apprentie sorcière. Oui. Parce qu'on a même du fantastique qui va se greffer greffer à cet univers. Ça vient de là-dedans, tout à fait. Alors là, tu me cites. Et c'est lié. D'ailleurs, à Riverdale, il y a un lien, y compris entre la série et la dernière série qui avait été sortie sur Netflix, si je dis pas de bêtises, Chilling Adventures of Sabrina. Et donc, pour le coup, moi j'ai lu des comics parce que ça a mis pas mal de temps à arriver en France et il a fallu attendre 2018, donc on voit il y a quand même pas mal de temps, pour que ça arrive chez Glénat. Avec notamment les séries qui avaient été éditées en 2015. Il y avait eu un gros reboot chez Archie Comics aux US. Et on a notamment Mark Waid qui a écrit la série principale, donc celui qui fait la pluie et le beau temps chez DC en ce moment, qui était accompagné de Fiona Staples. Ah, la fameuse. Ouais, dessinatrice de Saga. Donc on la voit assez peu finalement sur d'autres œuvres que Saga. Et pour le coup, c'est assez plaisant.
Il y a 3 tomes qui sont sortis donc chez Glénat dans cette série-là, qui s'appelle donc Riverdale présente Archie. Ils ont vraiment surfé sur le fait que la série télé, pour le coup, sorte en même temps. Il y a également les Chroniques de Riverdale qui sont sorties, qui sont des espèces d'anthologies, qui sont assez sympas pour le coup. Il y a eu 2 tomes qui sont sortis. Et le dernier truc que j'ai lu là-dessus, c'est un webtoon. Alors, pour le coup, je suis pas vraiment la cible parce qu'un webtoon de romance, autant dire que... C'est pour Annie en général. Je sais pas, mais pour le coup, je me suis lancé. Ça s'appelle Archie Comics Big Ethel Energy. C'est en 45 épisodes. J'en ai lu à peu près la moitié. Et c'est sur l'histoire. Alors, c'est un pitch très film de Noël, hein, avec une nana citadine qui rentre dans sa ville de jeunesse, pour Natal, le coup. Natal, voilà. Et la petite ville, c'est Riverdale. Et donc, on va voir Archie, Jughead et tous les différents personnages. Alors, ça reste très frais, c'est sympa. Comme je vous disais, le scénar est pas fou, mais on s'attache très facilement aux personnages. En fait, on a vraiment l'impression qu'ils font partie de la bande de copains, quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est toujours plaisant à lire. C'est un peu une lecture doudou, quoi. C'est quelque chose d'assez sympa. Ça, ouais, bah, je le vois. Je suis en train de regarder le volume 1 de Archie, repris par Mark Waid et Fiona Staples. Ouais. Ah, c'est très très beau, comme toujours avec Fiona Staples. On voit que c'est un personnage qui a 75 ans et il a eu sa version, il a eu chacun sa version à chaque génération, quoi. Exactement. En fait. Ouais. C'est pas mal les trucs comme ça qui changent des super-héros. Ouais. Ah oui, ça pour changer, ça change. Ouais. Mais je pense que c'est dû au fait que ça soit un truc historique aux États-Unis. Qui est ancré, tout à fait. Ça aurait jamais dépassé les limites. Exactement. Ok, moi je vais vous parler, enfin je vais essayer parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Hein, on te surveille, vas-y, je te fais confiance. On te drive. Je lance pas de musique en même temps, t'inquiète. Pas encore. Pas encore. J'avais envie de pousser un coup de gueule parce que, alors déjà parce que j'ai pas pu le faire dans la loi des séries la dernière fois, mais aussi parce que je voulais en parler avec vous concernant la 3e saison de What If sur Netflix. Alors What If pour ceux qui nous écoutent, Disney+. Tu vois, c'est. Non mais je te sens, t'inquiète. T'es entre de bonnes mains. Waouh. Bref, je vais l'échauffer un petit peu. Vas-y. Allez, embraye. Donc, What If, c'est le SI. Donc, ce sont tous les récits uchroniques ou sortants du canon de Marvel. Voilà, on a eu une première saison qui était magnifique, qui a renouvelé le genre, qui permettait de voir certains personnages dans d'autres positions. Par exemple, on a vu T'Challa qui devenait Star-Lord. On en parlait tout à l'heure, etc. On voit le retour de Captain Marvel. Non. Captain America, mais Captain Brighton. Oui. Ah oui, d'accord. Avec Carter, Peggy Carter. Voilà, avec Peggy Carter. Ah oui. Mais pas Captain Brighton que tu as aussi. D'accord. Je suis pas arrivé jusque-là pour l'instant. Qui devrait faire revenir. Voilà. Oui. Mais donc tu as tous ces personnages qui sortent. Tu as aussi forcément le guetteur, The Watcher. C'est celui qui est sur la lune et qui regarde. C'est celui qui parle au début de chaque générique. C'est le narrateur. Voilà. D'accord, ok. Mais il intervient au fur et à mesure. Tu verras. Comme je te dis, la première saison pouvait passer donc en 9 épisodes assez indépendants, clairement. La deuxième, tout aussi bien, mais cette fois avec des épisodes qui se recoupent et qui interviennent l'un dans l'autre. Il y a eu même des créations de nouveaux personnages qui étaient pas mal. Et on arrivait donc à cette dernière saison finale, qui plus est. Alors déjà, on passe de 9 épisodes à 7 épisodes. Bref, voilà. Et pendant les 4 premiers épisodes, tu te dis... C'est quoi ce truc? Comme je vous l'ai dit, moi, les 4 premiers épisodes, ils ont dû être écrits par ChatGPT. À ce point? C'est nul. C'est pas cohérent. C'est pas... Ils font rentrer un nouveau personnage pour s'en servir dans l'avant-dernier épisode. En fait, la vraie histoire commence à 5, 6, 7, les trucs. Alors qu'ils auraient pu en faire tout un truc... ils veulent faire rentrer un personnage. Alors, je vais vous spoiler, mais bon, ça va pas vous faire de mal. La fille de l'assistante de Jane Foster, là. Oui. Tu vois? Oui. Alors, j'ai pas son nom, mais oui. Un truc en I. Voilà.
Eh ben, elle se met avec Howard the Duck et ils ont un enfant. Ah. Un œuf. Ah. C'est le 4e épisode, celui-là. Il m'a particulièrement énervé. Je te jure, celui-là, t'as vraiment l'impression qu'il a été écrit par une IA. C'est des successions de scènes, de petits trucs, mais qui n'ont pas forcément de cohérence. Tu sens qu'ils repartent sur un truc. Hop, c'est pas assez long. Allez, je te remets une minute avec un rebondissement pourri. Parce qu'en plus, les épisodes sont courts, je crois que c'est 20-25 minutes. Oui, voilà, ouais. C'est ça, ouais. C'est du 20-25 minutes. Donc, dans cet épisode-là, c'est tout pour faire que tout le monde vienne dans cet épisode. C'est foutraque. Il y a rien qui va. Les 3 premiers sont indépendants, mais tu sais pas pourquoi. Et après, tu arrives, comme je te dis, à 5, 6, 7, où une histoire se dessine. Ils ont rempli au début. Plus ou moins intéressante en plus. Ouais. Parce que concernant vraiment The Watcher et le fait qu'il commençait à intervenir et que donc il doit être puni, tu te dis, putain, mais c'est là-dessus qu'il fallait faire la saison. Et non. Donc je sais pas si ça a été dû parce qu'il y avait du retard dû à la grève des scénaristes. Voilà, des scénaristes. Ça, ouais. Mais bon, les scénaristes ont fait grève justement pour éviter ce genre de truc. Ou alors, je pense que c'est le neveu d'un mec qui est un stagiaire. Voilà, tu sais, il a joué le jaune qui est le briseur de grève. Il a balancé son truc là parce que tonton il était producteur et ils ont fait ça. Donc c'est une grosse déception parce que What If avait vraiment changé les choses en termes d'animation et je trouvais que ça avait fait rentrer certaines personnes vraiment dans le monde du comics. Tu vois, ils le voyaient en animé, mais voilà, comme j'ai fait rentrer d'autres personnes par Invincible. Tu vois, t'as vraiment ce que toi tu vois dans tes BD, eux peuvent le voir en animé et se rendre compte de la capacité. Donc c'est une vraie déception. Et en plus, sans être vrai, tu peux ne pas être un spécialiste de Marvel en fait et suivre l'histoire parce que du coup, moi je vois, j'ai juste à commencer la série, tu vois Captain America, enfin du coup, Captain Britain. Voilà, mais du coup tu dis pourquoi pas? Tu te dis pas non, en fait c'est pas elle, il y a pas. T'as pas spécialement de référence, donc à fois je trouve que ça se suit plutôt bien. Ouais, et puis ça ressemble à, tu sais, on parle souvent de Millard qui te dit en 2 phrases ce qu'il y a avant et 2 phrases ce qu'il y a autour. Et ben c'est ça, t'as l'introduction du Watcher au début qui te met en position et voilà. Et quand tu compares par exemple la créature Commando qui vient de sortir, tu te dis putain, non. Là, tu vois que c'est écrit par James Gunn, tu vois que c'est pensé intelligemment, tu retrouves l'humour et voilà, c'est le Suicide Squad version monstre, hein, donc... Tu vois qu'ils aiment ce qu'ils font. D'accord, et il y a une cohérence avec l'ensemble, tu vois, au début de Créature Commando, ils disent on est obligé de prendre des monstres parce que depuis l'incident sur l'île, on peut plus prendre des humains, alors que c'est des monstres, donc ça va, c'est plus des humains, ils te reprennent la belette. D'accord, ils arrivent à raccrocher ce qui s'est passé avant. À qui on rend on rend enfin hommage, la belette. Je vous laisse regarder ces 6 épisodes de Créature Commando qui, là, m'ont remis... Je suis d'accord, là, pour le coup, j'ai vu aussi cette ouais, ils m'ont remis d'accord avec les animés du moment. Donc là, c'est bien sur Netflix. Je n'ose même plus le dire, je sais même plus. C'est Max Créature Commando. Ouais, Max, ouais. Ouais. Et donc voilà, et toute la bande son aussi est très bien par... Gogol Bordello. Je te laisse, cher ami, nous présenter ta chronique. Oula, moi. Aïe. On a peur. J'ai annoncé un petit peu ce que j'allais faire sur les réseaux. Je ventile. Allez, vas-y, go. Voilà, ça y est, j'ai trouvé du comics pour les grandes personnes, pour les adultes. Il était temps, j'y croyais même plus. Daredevil Echo, quête de vision de David Mack, au scénario et au dessin. C'est même plus qu'une bande dessinée. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui conviendra à un public assez familier avec le monde des super-héros et qui n'a pas peur de se lancer dans une BD très, très graphique, originale. Voilà, il faut s'attendre à ça. Vous partez pas dans une bande dessinée standard. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le personnage un petit peu. Oui. Il a hoché la tête. Donc Maya Lopez, donc elle est connue sous le nom de Echo, la demi-sœur de Mamo. C'est un personnage d'origine indienne, trompe en PLS, qui a été recueilli par le Caïd et qui lui a fait croire que Daredevil a tué son père, putois blagueur.
Vous avez la règle sur plus à blagueur ou pas? Bien. Oh, magnifique. Je suis amoureux, ça y est. Alors, Echo n'a pas de super pouvoir. Un peu, enfin, comme Daredevil qui peut voir alors qu'il est aveugle, mais elle est capable de reproduire n'importe quel mouvement rien qu'en le regardant. Les arts martiaux, la musique, le dessin, tout ce qui est en fin de compte visuel. Moi, ça m'aurait bien servi au collège, tu vois, quand il fallait monter à la corde ou faire des roulades, puisqu'à chaque fois, j'arrivais soit pas à dépasser le premier nœud ou je me défonçais le dos avec ma souplesse légendaire. Chaque planche, alors je vais vous montrer, est-ce que vous l'avez lu ou non? Non. Alors attendez, je fais un petit grand J'ai écart. bien envie de le lire quand même. Ouais, donc je lève les bras. Donc chaque planche, putain, il a soufflé, il m'a fait bouger le texte. Chaque planche regorge de trouvailles visuelles. Donc il y a des dessins crayonnés, griffonnés, peintures. Non, ça c'est un petit. Ça je vous le montre pas. Non, Petit spoil. Putain, j'en étais où? Voilà. Ah oui. Donc il y a de la peinture, il y a des dessins, il y a comme des sketchs, de l'art abstrait. Il y a même une référence au tableau Le Baiser de Klimt. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Donc, et ensuite, qui a fait, peu de gens le savent, qui a fait beaucoup de western sous le nom de Clint Eastwood. Mais alors le texte, il est complètement éclaté. Alors pas au sol, hein, comme disent ceux qui vont passer le brevet cette année, qui sont en transe, alors que le brevet on le file. Mais du coup, il y a pas de bulles, ou très très peu de bulles, et le texte du coup est un peu disséminé et éclaté dans chaque planche. Du coup, nous en tant que lecteurs, en fait, on va chercher le texte. Et en fait, du coup, on n'a pas de lecture linéaire, ce qui est en fait très ludique. Parce qu'on va chercher le texte, en fait, et des fois, on se rend compte que merde, on a raté un petit mot. Enfin, c'est vraiment très, très prenant. Moi, ce qui m'a attiré, du coup, c'est le format. Alors, d'accord, oui, les femmes vous disent que c'est pas la taille qui compte, mais quand tu sors ça dans une librairie, forcément, je trouve que ça attire l'œil. Alors, tu peux sortir autre chose en librairie qui va attirer non seulement l'œil, mais aussi la police. Mais du coup, c'est pas le but de la librairie. Donc, tu vois, un dos toilé. Moi, je trouve qu'il y a un dos toilé. La couverture est très, très spéciale. 22 €. 22 €? C'est Panini qui édite. Ah ouais. Pour combien de pages? 22 €. Bonne surprise. En termes de pages, je sais pas, mais on doit être 150. bien. Bon Ils ont pas mis les pages comme ça, on entre sur la marchandise. Ils ont pas mis les pages. Mais du coup, tiens, si tu veux le voir. Et moi, je trouve que tu vois, avec ce comics, c'est là que tu vois que les Américains, ils sont un cran au-dessus. Tu vois. On fait tout le temps la différence entre les États-Unis et la France, mais eux, ils ont Echo et Daredevil, tu vois. Tu transposes ça en France, tu te retrouves avec Emmanuel Laborie et Gilbert Montagnier. Tu vois, donc, t'imagines le premier date au Flunch, une sourde et un aveugle, ils arrivent même pas à se mettre d'accord sur qui invite l'autre. Le serveur, il est en sueur. Il donne la carte des prix à qui? Parce qu'il y en a un qui peut pas voir les prix et l'autre qui peut pas les dire. Franchement, j'aurais trop envie d'assister à ça, quoi. Fabuleux. Et Daredevil Echo, Gilbert Montagnier, Emmanuel Laborie. Fabuleux. Bref. Malgré donc ce petit handicap, on dirait que c'est la BD sécurité sociale de Marvel, mais malgré ça, je trouve que c'est une œuvre vraiment à part. Graphiquement, au niveau du scénario, ça revient du coup sur l'histoire de Maya Lopez d'Echo, sur la relation qu'elle a entretenue avec Daredevil. Je trouve ça hyper plaisant. Attention, ce n'est pas pour les lecteurs débutants. Soyez confirmés. Que vous ayez déjà des références au niveau des comics de Marvel, si vous ne savez pas qui est Daredevil, qui est le Caïd, n'y allez pas, parce que vous allez être complètement paumé. En revanche, voilà, si vous avez déjà ces références et que vous avez envie de pousser un peu la lecture, moi je vous le conseille, par l'édition qui est de très très bonne qualité, et je trouve que tu vois Panini là-dessus a quelques œuvres comme le Doctor Strange dont j'ai plus le nom. Fall Sunrise. Je crois que c'est celui-là, tu vois, et en fait ils arrivent à quelques mois à créer une œuvre. Et en ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Et moi qui ne suis pas spécialement un lecteur assidu de Marvel, moi j'y suis allé les yeux fermés, du coup. C'est ça. Mais du coup, j'ai pas été déçu et je ne peux que la conseiller. Eh ben dis donc. Elle apporte un petit truc en plus du coup aussi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Je vous jure. Fabuleux. C'est pas c'est facile. merveilleux. Je me suis mordu la langue Ça sur devient un 2-3 duo. trucs. Ouais, c'est en plus vous partez en duo. Je crois que je vais les te gars. faire écrire mes textes. Je crois que ça va être compliqué. Pour venir le feuilleter, oui, en effet, tu mets pas ça à quelqu'un qui veut découvrir. Non, absolument pas. Chose, hein. Surtout que bon, avec la sortie de Daredevil Born Again d'ici peu de temps, vous allez vous manger plein de rétrospectives. Vous allez pouvoir attaquer Daredevil par
tous les côtés. Eh oui, il Voilà. va pas y voir venir. Exactement. Il faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. Hein. On va avoir des problèmes. Et, enfin, Le bon. tout, c'est d'y aller à tâtons, vraiment. Voilà. Je vais te couper parce que ça suffit les bêtises. On va repasser par une petite pause musicale. Alors, l'opening de la première saison de Ranma 1/2 version 2024, Exactement. qui est une série que je vous recommande. Moi aussi. Ça fait du bien. Allez, on écoute ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics après cette musique. J'attends, je te regarde toi. Je te regarde. J'ai rien touché, j'ai mis les mains en l'air. C'est bien, continue. Ce qui est bien, c'est qu'on vous abreuve en musique japonaise. Ça doit vous faire particulièrement plaisir, j'imagine, à certains quand ils écoutent à 11h Ah oui, ça... le matin sur Radioactive ou sur radio-active.net. On le rappelle, vous savez que vous pouvez nous écouter en podcast, etc., sur toutes les plateformes. Oui. Et on sera aussi ravis si vous avez des questions, si vous voulez On est aussi en communiquer vidéo. avec nous. Et on a aussi la vidéo. Bref, on est partout. On occupe le terrain. Allez, messieurs, on va passer à notre dossier on ne peut plus critique, c'est-à-dire vos attentes pour 2025. Alors, cette fois, c'est toi, Rémi, qui va commencer. C'est moi qui commence. Alors, Ouais. lequel je vais choisir En prums. En prums. Ben, celui que j'ai noté en premier, eh bien, en fait, j'aimerais bien qu'on ait en 2025 un tome 4 d'Imbattable. Alors, est-ce que oui. vous connaissez Imbattable? Tu nous en as parlé. Plein de fois. Et si un jour je vous ferai une petite chronique sur Imbattable. Ouais. En fait, c'est un petit personnage, un super-héros, en fait, qui évolue dans sa propre bande dessinée et qui est conscient d'être un personnage de bande dessinée. Du coup, il brise le 4e mur, ce qu'on dit au cinéma. Et en fait, il intervient dans les différentes cases de sa bande dessinée. Les autres personnages sont des personnages de bande dessinée, ils ne savent pas qu'ils le sont. Lui, du coup, il peut intervenir sur l'histoire, il peut se déplacer de case en case, de page en page. Et je trouve que l'auteur, Pascal Jousselin, a réussi 3 tomes extraordinaires d'inventivité, de créativité. Et j'avais lu le premier, j'avais été scotché, bien que ce procédé existait déjà. Oui, il y a un Gottlieb, Américain qui est Gottlieb l'a souvent Gottlieb utilisé. s'en était servi avec le coup de la girafe. Et du coup, voilà, ce n'est pas un procédé qui est neuf en soi, mais je trouve que l'auteur a réussi à faire quelque chose de vraiment de très, très ludique et très dynamique avec cette bande dessinée. Après avoir lu la première, je me suis dit, bon, ça va s'essouffler, et sur le 2, il va... Eh bien, au contraire, il a réussi. Tu as des pages qui sont déchirées. Du coup, ça donne une histoire. Quand tu déplies, ça donne une autre histoire qui reste cohérente. Tu as un personnage qui agit sur les 2 dimensions. Donc, en fait, s'il cherche une voiture au loin, s'il la prend, la voiture reste petite. Tu vois ? Donc, en fait, il y a tout ce jeu avec tous les codes de la bande dessinée, et je trouve ça mais vraiment extraordinaire. Je le traque un peu sur les réseaux pour qu'il me fasse une 4e, et je pense que depuis le temps il m'a bloqué largement, mais voilà, je trouve que alors le seul problème, le seul hic en fait, c'est que graphiquement ça appelle de la bande dessinée jeunesse, mais si tu donnes ça à un gamin de 8 ans, tu l'as perdu pour une semaine. Il sait plus pourquoi le personnage saute de page en page ou de case en case, il sera paumé. Donc c'est le seul, pas défaut, je vais dire, mais la seule réserve. C'est pour ça que quand je la une expérience. il faut être un très très bon lecteur, jeune ou pas, mais un très bon lecteur. Et voilà, du coup, c'est une bande dessinée que, malgré l'aspect graphique un peu jeunesse, que je vais conseiller vraiment à partir de 10-12 ans pour être conscient, en fait, de ce que fait le personnage. Donc voilà, c'est sorti chez Dupuis, je crois, et du coup au prix d'une bande dessinée jeunesse, quoi, qui est 10-11 euros. Ah bah alors t'es ravi. Ah, moi je suis, mais vraiment, j'ai les 3 tomes, et je guette vraiment ce tome 4 avec impatience, et j'espère qu'il arrivera à nous le faire, parce que vraiment j'attends ça avec grande impatience. Ouais, c'est ce genre de BD où tu sens qu'il faut réfléchir bien en amont. On a souvent eu des auteurs qui nous ont dit que le storyboard était important. Alors lui, je sais lui, ça doit être quelque chose au niveau de la je sais pas façon comment de il fait. travailler. Façon de découpage. À un moment, tu as un personnage qui traverse la page. En fait, quand tu prends la page, tu vois, il entre d'un côté, il sort de l'autre. Tu vois, même ça, faut arriver à le penser. Enfin, chapeau. Là, je m'étais jamais posé la question du storyboard ou du scénario, mais
ça doit être quelque chose. Donc vraiment, Pascal Jousselin, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais-moi le tome 4. Rien que pour lui. Ah oui, rien que pour moi. Ah, à la maison, ça. Bon, bah écoute, on note imbattable. Imbattable. Jay. Alors moi je voulais vous parler de la brigade chimérique, mais du coup on l'a déjà pas mal évoqué. Voilà, effectivement c'est ce que j'attends plus cette année. Non, je t'aime plus. Voilà. Pour le coup je vais donc le laisser un petit peu de côté. Moi je vais vous parler d'un film plutôt que j'attends avec impatience. Je suis peut-être un des seuls à l'attendre ici, mais c'est Fantastic Four First Steps qui sort le 23 juillet en salle en France, réalisé par Matt Shakman. C'est pas évident à dire. C'est celui qui a réalisé et produit WandaVision et quelques épisodes de Game of Thrones. Donc, quelques refs. Quelques bonnes refs. Je pense qu'il y a moyen que ce soit Kali sur l'image et sur ce qu'il va nous proposer. Tatif. Voilà. Non, je finis pour les gens qui ne connaissent pas. Tout à fait. Ah oui, pas Kali le chanteur, non. Ah non, ça c'est interdit ça. Lui, on le veut pas. Du coup, avec Pedro Pascal, l'acteur préféré de Rémi, dans le rôle de Reed Richards, Vanessa Kirby, Joseph Quinn. Alors, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que Joseph Quinn, qui va jouer donc Johnny Storm, la torche humaine, c'est l'acteur qui jouait Eddie dans Stranger Things, celui qui fait le solo de guitare sur le toit de la caravane dans la saison 4. Voilà, sur Metallica. Je pas la 3, ça m'a gavé. La troisième, ça m'a gavé. Moi, j'ai tenu un demi-épisode. Oh, donc, c'est vrai je trouvais ça... Ok, vas-y. Un acteur que j'ai adoré du coup dans la saison 4 de Stranger Things, et pour le coup qui est une vraie tête brûlée, donc ça peut bien fonctionner avec la torche humaine. Fatalement. Voilà, et surtout avec cette espèce d'univers. Oui, bah non, je t'ai plus. C'est toi qui as les jingles. Avec 3 là, ça va être. Je sais pas. Vas-y. Il la voulait. Bon, avec cette espèce d'univers rétro-futuriste aussi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour le coup. On n'a pas encore de bande-annonce, bien évidemment, mais voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. En fait, on n'a pas d'informations vraiment sur quand est-ce que le film, enfin dans quelle décennie ça va se dérouler. On n'a pas vraiment d'action, quoi. Les années 60. Ouais, mais comme c'est rétro-futuriste, en fait, ce sera sur une planète, sur une Terre alternative, visiblement. Donc, ça sera un futur, mais qui ressemble à notre passé un petit peu. Ça va être un espèce de mélange. Ça sera la vision des Fantastic Four à l'époque où tu as eu la première voiture Fantastic Four, tu sais, qui ressemblait à une canette. Une boîte de conserve découpée en deux. Voilà. D'ailleurs, on la voit dans le Deadpool Wolverine. Moi, je pense qu'on va tourner autour de ça. Après, c'est toujours pareil. Il va falloir voir qui ils auront comme antagoniste. Alors, c'est John Malkovich qui va jouer un des personnages qui semble être le grand antagoniste, mais on ne sait pas qui. Effectivement, et on parle de Galactus, on entend parler de plein de choses. Mais Galactus, j'y crois pas trop non plus. Après, les Fantastic Four n'ont pas 50 non plus antagonistes, de ce que je sais. Ça n'a pas 50, non? Entre Doom, Galactus. Une fois que t'as Doom et Galactus, t'as fait le tour. Il y en a quelques-uns. Je suis en train de lire le Run Dickman. T'as le Roi Taupe. Oui, t'as le Roi Taupe. Puis t'as les extraterrestres. C'est leur premier. Et après, c'est vrai qu'ils sont sur des menaces plus larges. Et multiverselles et tout ça aussi. Ouais. Après, est-ce que du coup, ça permettra pas, après, si ça marche, de les avoir avec leurs enfants, qui ont une énorme influence après sur et la Fondation du Futur et tout ça. Voilà, les enfants ont une énorme influence sur le suivi. Par exemple, un des derniers crossovers qui a été Battle World. La création de Battle World, c'est la guerre des royaumes, tu sais. Non, pas la guerre des royaumes, je te dis bêtises. Enfin bref, je le retrouverai. C'est quand toutes les différentes réalités sont regroupées dans Battle World. De cet event. Voilà. Et c'est le fils de Reed Richards et de la femme invisible qui remet en place il recrée tous les univers, quoi. Donc on est sur du gros potentiel, et puis il y a beaucoup de potentiel avec les crossovers, quoi. On les a souvent vus avec les X-Men. Oui, en termes de comics, il y a de quoi faire. Après, moi, la question que je me pose, c'est quelle va être sa place dans le MCU, puisqu'il intègre le MCU, c'est bien ça. Quelle va être sa place? Est-ce qu'il relance quelque chose, mais pour combien de films? Quelle va être la portée? Encore une fois, si c'est pour faire un film unique qui n'a aucun intérêt et aucune influence sur le MCU,
Ça va être un énième film de plus, tu vois. C'est un peu ça, où vu ce qu'on a vu de la temporalité du film, j'ai peur que ça soit en décalage avec le MCU à ce moment-là, où il en est, et que ça apparaisse comme, pas une verrue, mais comme quelque chose qui n'a rien à foutre là, quoi. C'est ma réserve. Ou ça va être une introduction pour Van Doom. Oui, c'est sûr, parce que le film d'après, c'est Avengers Doomsday, donc, qui sortira en 2026. Donc là, pour le coup, on sait que ça va être une porte d'entrée, parce que c'est leur ennemi de base, Van Doom, pour le coup, Dr. Fatalis. Mais alors, si c'est le Doom de cet univers, qui change d'univers et qui arrive chez les Avengers, putain, le scénario, tu jetais les pliants de deux, quoi. C'est où bon signe. Après, tu te souviens, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, ça se trouve, Robert Downey Jr., il va pas faire tout comme en tant que Doom. Hein, je pense que, oui, l'effet d'annonce était là. J'espère qu'ils vont aller plus loin que ça. J'espère. Moi, on peut que l'espérer. Hein. De toute façon, ils ont ramené les Russo à la main. Ils resserrent. On va voir ce que va donner le Captain America. Mais de toute façon, il rappelle tout le monde. Cumberbatch, il revient en Strange, je crois. Je sais plus qui encore a été rappelé. Donc en fait, il rappelle les anciens. Alors oui, c'est bien. Tous les boomers de Marvel sont super contents. Mais au niveau intérêt, qu'est-ce que ça va donner si c'est pour faire des transitions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça me dérange pas. La série Hawkeye qui a permis de faire la transition entre Clint Barton et Kate Bishop. Bishop, merci. Voilà, qui a été une très belle petite série et qui a introduit Echo d'ailleurs, qui a permis le retour du Caïd. Ça peut. Si c'est fait comme ça, je veux bien. Et sur une série, tu auras plus de latitude pour le faire. Mais sur des films, j'ai peur que ça ne fonctionne pas et que ça soit très mâchouillé. Tu vois. À l'inverse, je reprendrai toujours le premier arc du MCU. Tu vois, la première phase qui était construite de manière extrêmement intelligente avec l'arrivée progressive de Thanos. Là où tout le reste, les grands méchants ont été balancés comme ça. C'est lui le méchant, ah d'accord, ok, et on y va. Et en fait, je trouve que ça manquait de finesse, ça manquait d'exposition. Donc voilà, ma réserve, ça va être ça, c'est comment vont être pensés les films. Et si on fait arriver un Avengers déjà au deuxième film de la phase, la question, elle se pose, quoi. Bah après, il y aura Thunderbolt, il y a d'autres choses qui sont prévues, le Captain America aussi, avant, donc qui va mener à ça. Thunderbolt, on commence à voir des images. Je reste ouvert, on va dire. Ouvert, voilà. Après, je sais que je suis peut-être le meilleur, celui qui est le plus bon public ici, mais c'est vous dire comment What If m'a fait mal. C'est ça. Faut pas le regarder. Hein. Voilà. Mais bon, on ira voir tout ça, on se tiendra au courant, et puis on pourra aussi comparer avec le nouveau DCEU qui arrive, avec la version Gun de Superman. On se garde ça pour tout à l'heure. Voilà. Je parlais de façon générale. On va pouvoir avoir une comparaison qui sera à la hauteur. J'espère. Et voilà, c'est vraiment ce que j'attends, c'est la vision d'ensemble, tu vois. Et c'est ce qui m'a manqué sur les dernières phases du MCU où il n'y en avait aucune. Je veux dire, pour moi, Wanda était toute trouvée pour en faire un méchant crédible et, tu vois, vraiment terrifiant. Non, il t'expédie ça en un film. C'est d'une bêtise crasse. Et en fait, il y a du potentiel et les mecs, ils te flinguent tout en 10 minutes, quoi. Non, tu vois, au contraire, pour moi, on tenait un truc. Il le flingue en 2-2, quoi. Donc, c'est la vision d'ensemble, moi, qui va me dire, est-ce qu'ils ont vraiment pensé à tout? Tu vois, ils ont prévu sur du long terme ou au contraire ils font ça à l'aveuglette, pour reprendre sur la chronique, mais est-ce qu'ils vont faire ça à tâtons? Et ça va être dommage de revenir là-dessus, vraiment. Écoute, il nous reste quoi? Une minute. Une petite minute, juste pour vous dire, moi, ce que j'espère, ça va être... comme tu le dis souvent, une baisse des prix, parce que c'est vrai que du coup maintenant je me rends compte que je sélectionne beaucoup plus, parce que en plus on n'a pas le même mode de consommation. Vous qui revendez une fois, moi une fois que j'ai l'objet je le garde parce que c'est comme ça, et donc c'est prix. Mais j'espère aussi qu'ils vont continuer
le côté qualitatif des mini qui sortent là. Tu sais, je t'ai mis à 30 métropolitains. Les nomades, les pockets et les nomades. Je vous conseille le top 10 qui est sorti, qui est vraiment très bien. D'accord. Je te le passerai en grand si tu veux. Ok, ouais, volontiers. Le top 10 qui vaut vraiment le coup. Et qu'on continue comme ça, les fables, T'as ils annoncent de belles choses. Planetary. Ouais, Planetary. Il y a Preacher qui arrive cette année. Oui, alors attention. Moi, les Preachers, ils sont déjà tous à la maison. Je sais. Mais moi, je vais commencer, je pense. Mais Avec ça, tu vois, c'est l'occasion. mais c'est les prix. Tu parles des prix. Attention, Ouais, voilà. le SLF, le syndicat des librairies françaises, préconise de monter les prix. Ah ouais, encore. Attention à ça. Si tu veux, c'est que c'est pas le SLF qui dit non, on peut pas. Non. Le cours du papier serait en train de baisser. Et tu as le SLF qui va dire alors une sorte de charge, de salaire, tout ça. Moi, je veux bien entendre cette réalité économique, mais à la sortie, c'est le lecteur qui paye. Et comme tu l'as dit, on devient de plus en plus sélectif. Donc le prix, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais on ne peut plus avoir autant de sorties sur une année où on avoisine les 10 000 avec des prix qui augmentent. Il y a une incohérence. C'est ça. Voilà, donc je suis assez pessimiste là-dessus. Et bien sûr, on compte sur tous nos auteurs passés par ici pour continuer à développer. On a Aurélie Garino qui va nous sortir sa nouvelle BD. Nos jeunes Laolite et Alana qui... une nouvelle série et la fin de leur précédente. Drive l'Afterlife. Voilà, Monsieur Lubrano, je ne sais pas ce qu'il nous fait, mais il va nous sortir. Il y a des projets. Kurogami, c'est... il fait que ça. Alors lui, c'est une machine de guerre. Jérémy, lui, en salon, il en vend par palette, donc très très content pour lui. On espère le revoir. Et bien nous aussi, donc voilà. Et que vous soyez de plus en plus à nous écouter, à partager, à nous retweeter. Non, on ne tweete plus, nous. On n'a jamais tweeté. Non, on ne tweete pas, non, il ne faut pas. Non. Bref, une petite jingle avant de passer à un quiz. Un petit quiz Pourquoi de cet accent dernière allemand minute. Pourquoi cet accent allemand Je ne sais pas. Une petite quiz. Oui, c'est le jingle qui est... Le jingle. Le jingle. Parfait. Yeah, go. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? La résoudras-tu? Oh les Samy. Non, mais j'ai regardé hier le ministère de la Sale Guerre et je vous le conseille avec Henri Cavill. D'accord, ouais. Donc, le ministère de la Sale Guerre, Ouais. c'est que ça, je connais pas du tout. C'est un film de Guy Ritchie, un des derniers sortis sur la plateforme, et avec Henri Cavill notamment. Et c'est fun, c'est marrant, et en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Ça a été la création, le mec qui a créé en fait le début des SAS, et ça a été la première mission, on va dire clandestine, portée uniquement par Winston Churchill, et qui a permis de coincer les U-boats en baissant leur ravitaillement. Et qui a donc permis à les premiers ravitaillements des Anglais. Et en gros, c'est une mission qui a été capitale. Voilà. Du coup, je vous conseille la bande dessinée d'Améziane qui revient, je crois que c'est Nazi Killer, mais j'en suis pas sûr, qui revient sur la création des SAS de Churchill. Une BD extrêmement dense, mais ça doit sûrement parler très des mêmes personnes. Ouais, c'est ça, ça m'y fait penser. Voilà. Annie, Ok. le quiz. Alors, Annick, je vais pas vous faire l'accent, je sais pas le faire, l'accent moldave. Pardon. Bon, par contre, j'ai quelques questions du coup qui restaient des précédents quiz. Donc, comme vas-y, hein. c'est bientôt la Saint-Valentin, j'avais bisous bagarre, il m'en restait quelques-unes. On fait les fonds de tiroir. Allez, hein. on fait les fonds de tiroir là, c'est vraiment le début on répond 2025. jamais, donc oui, c'est peu importe. Oh, ça va être facile. Quel célèbre boxeur affronte Superman dans un comics? Mohamed Ali. Oui, en 78. Qui est-ce qui gagne? Alors, j'ai jamais su. J'ai jamais lu non plus. 78. 500 matchs nuls. On n'était pas nés, donc voilà, on n'a pas lu. Ok. Quel personnage ne pourra plus jamais embrasser sa petite amie retrouvée morte dans son frigo en 94? Il y a eu un site web féministe qui est sorti derrière qui s'appelait Women in Refrigerators, développé par l'autrice Gail Simone pour dénoncer les personnages féminins utilisés comme simple prétexte narratif pour le héros masculin. En 94. Donc En comme on était dans la 94. Mais on le bonne- connaît, le personnage? Bien sûr, vous le connaissez. Moi, je le connais bien aussi. Electra. Non. Alors, le personnage s'appelle... Son prénom, c'est Kyle. Son nom, c'est... Andrews. Rainer. Ah, le White Lantern, du coup. Alors à l'époque c'était en Green Lantern, mais oui c'est ça, c'était dans Green Lantern, effectivement, D'accord. qui a lancé un petit peu ce mode du Woman in Refrigerators, c'est dur à dire, Ok. mais voilà, pour le coup, une histoire assez culte, en Assez, tout cas dans l'histoire des d'accord. comics.
Ok. En 1966, quel album met en scène l'affrontement des Gaulois Abra Raccourcix et Aplu Bégalix? Le combat des chefs. Le combat des chefs, Oh. tout à fait. Bien joué. Dans quelle série a eu lieu le premier baiser Qui gay? va sortir en série. Hein. En animé, ouais. Pardon, excuse-moi, oui, tout à fait. Il se réveille. Non, mais par Chabat, quoi. Par Donc, Chabat, surtout, tout à fait. pas rater. Ça va être pas mal. Dans quelle série donc a eu lieu le premier baiser gay de l'histoire des comics mainstream? Dans les X-Men. C'est pas tout à fait X-Men, mais c'est Ah, dans les cet mutants, univers-là. les Ouais, mutants. c'est l'univers mutant, mais c'est dans X-Force, Ah, c'est exactement. une- Allez. D'accord. Oui, On je me est souviens, ça d'accord, avait fait un ça va. tollé à l'époque. Tout à Tout fait. pour que dalle. Oui, Homme oui. ou femme C'était deux gars. Deux hommes, ouais, Effectivement. deux hommes. Ouais, Ouais, avec son petit ami, le mutant Block, il s'appelle. C'était en 2001. d'accord. 2001 quand même, Peter Milligan et Michael Red. Dans donc on évolue. X-Force 118. Ça va reculer, mais ça va reculer. Allez, on arrive vers la fin. De toute façon, c'était juste histoire de compléter. Quel comics récent va s'affronter un groupe de super-héros, un kaiju et un singe géant? Ah bah c'est... Dawn Runner Non, c'est Justice League contre Godzilla Ah. et Kong. Contre Kong, c'est ça, exactement. Allez, une petite dernière Ah, mais pour c'est être de sûr. ton ami. C'est pas lui C'est pas celui Tom qui a fait Taylor. Non, Transformers. Ah, c'est pas Daniel Warren Johnson non plus. c'est pas lui Ah, d'accord. Non, non, Ah, je croyais que non, c'était non, pour le coup. Bon, ok. C'est vrai, faudrait que je tombe dessus. Voilà, pour l'essayer, histoire de. Allez, une petite dernière. En 2017, quels personnages féminins ont vu leur baiser censuré dans un comics? Un baiser qui était sur la bouche et qui est devenu un baiser sur la joue. En quelle année? En 2017, donc c'est assez récent. Mais c'est pas pareil, c'est passé un truc sur les Deux mutants. personnages féminins, Ah c'est pas les non, c'est mutants, Poison Ivy c'est Poison Ivy et Harley Quinn. et avec Harley Quinn dans le numéro 25 de Ouais, Chad ouais. Hardin. Tout à fait. Regardez la série, elle se rattrape. hein. Oui, J'en ai ça, ramené on voit. un petit bout là, parce que ça C'est passe sur Warner Bros TV. Ah, c'est grand. J'adore voilà. cette série. C'est très sympa, franchement. J'adore c'est très cette fun. série. Voilà. Eh ben écoutez messieurs, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Je regarde Oui. par la fenêtre si elle n'y arrive pas. Elle n'est pas arrivée. Non, elle n'est pas arrivée. On l'embrasse. Et on se retrouve fin du mois de février déjà. Ça file. Une petite annonce pour ce qu'on va faire ensuite peut-être. Oui. Non On va faire un hors-série après. Oui, tout à fait. On va faire un hors-série. Hors-série. Ouais, non mais on attend de savoir si ça sera bon pour eux. Ça Mais sera vas-y, bon. je t'en prie, vas-y. Ça sera bon. Oui, on va se faire du coup un petit hors-série en termes de, comme une discussion autour des derniers teasers. Donc Superman 2025, on va parler de Daredevil, Born Again, et on va parler de Captain America New Brave World. Donc on va discuter tous Voilà. ensemble et ça va être fabuleux. On est trois. Tous les trois donc. On va se passer un petit moment et on vous diffusera ça. On vous préviendra sur quel réseau. Voilà. Tout à fait. Merci à toutes et tous. Vous pouvez nous Merci à retrouver sur toutes les plateformes. Écoutez bien Radioactive sur le 100 FM ou radio-active.net. Merci et à bientôt. Merci. Ciao.